Depuis quelques jours maintenant, une vidéo tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers de la PJ de Marseille accueillir par une haie du déshonneur le directeur général de la PJ, Frédéric Vaux. Ceux-ci protestaient contre une réforme datant du début de l'été qui prévoyait une mutualisation des services ou encore une décentralisation au niveau départemental. On parle bien de la police judiciaire. Les policiers craignent une perte d'indépendance qui irait de pair avec une intervention accrue du politique. Mais cette vidéo a fait réagir et a provoqué le limogeage d'Éric Arella, directeur de la PJ de Marseille depuis 2015. Aujourd'hui, c'est toute la France qui proteste et des rassemblements de la sorte ont eu lieu aux quatre coins du pays. Nous avons donc interrogé Thomas, chef de groupe de la PJ de Marseille et porte-parole de l'ANPJ, mouvement créé en août dernier contre cette réforme. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un j'aime ou à commenter cette vidéo. Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Thomas pour cette affaire. Vous avez peut-être vu ces derniers temps ces vidéos qui tournent, on voit énormément de policiers debout dans les couloirs. Alors cette vidéo justement, beaucoup l'ont vue sans forcément comprendre de quoi il s'agissait. Et ben on va enfin savoir grâce à Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Wilfred. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce qui se passe en ce moment à Marseille et en France maintenant? Voilà, alors moi je m'appelle Thomas, je suis responsable à Marseille de l'Association nationale de police judiciaire. Et accessoirement, je suis chef d'un groupe à Marseille en police judiciaire spécialisé dans les stupéfiants. La vidéo à laquelle tu fais référence, c'est la vidéo qui a été tournée lors de l'accueil de Frédéric Vaux, qui est notre directeur général de la police nationale, à Marseille. Frédéric Vaux s'est déplacé dans le sud pour présenter sa réforme aux enquêteurs, parce qu'il y a depuis le début de l'été une réforme qui est sur les rails. Cette réforme est incomprise des enquêteurs de police judiciaire. Elle suscite de très grandes inquiétudes pour le pays et pour l'avenir de nos enfants. Comme c'était pas exposé ni les raisons ni les tenants et les aboutissants de cette réforme, les enquêteurs, eux, ont décidé en août de faire une association qui est l'ANPJ et de demander exactement à leur directeur ce dont il s'agissait. Le directeur est venu et le directeur a choisi de ne rencontrer personne dans un premier temps. Normalement, monsieur le ministre Darmanin lui avait demandé de rencontrer les enquêteurs, les chefs de service. Et monsieur Vaux, donc le directeur général, s'est contenté de rencontrer quelques chefs de service. Il l'a fait à Lyon. Non, il l'a pas fait à Lyon, il l'a fait à Lille, il l'a fait à Bordeaux, il l'a fait à Nancy. Et comme il a rencontré personne, les enquêteurs ont petit à petit décidé de mettre des gilets tactiques, tu sais, les gilets noirs marqués police judiciaire qu'on a barrés symboliquement d'un scotch noir en signe de deuil de la PJ, et on les laissait dans les couloirs pour contraindre notre directeur général à se rendre compte des inquiétudes et arrêter de faire semblant qu'il n'y a rien et à venir un peu nous rassurer. Bon, il en a strictement rien eu à faire, et il a fait comme si de rien n'était. Alors à Marseille, plutôt que de mettre simplement des gilets dans le couloir, on a décidé de mettre des fonctionnaires dans les gilets, dans les couloirs, qui sont beaucoup moins maniables. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Le but du jeu, c'était vraiment de l'interpeller, de lui dire « Monsieur le directeur, nous sommes inquiets, nous pensons que cette réforme va mettre la police judiciaire et les missions qu'elle assure par terre. Or, les missions qu'elle assure, c'est important pour le pays, c'est important pour la France. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que ce métier passe avant ma vie de famille, ça fait 20 ans que ma vie privée est secondaire, et j'ai pas envie que quelqu'un vienne tout casser, et je le fais pas pour moi, parce que moi je suis insignifiant, je le fais parce que je pense que c'est essentiel à notre pays. D'accord. Alors vous l'aurez remarqué, avec moi aujourd'hui j'ai Charlotte Dornelas, j'ai pas besoin forcément de la présenter je crois, qui va s'occuper des questions un peu plus techniques, elle connaît davantage le sujet. L'idée c'est aussi de comprendre ce qui se passe avec toutes ces vidéos. Alors on va juste revenir un tout petit peu à l'origine même de tout cela. C'est le patron de la PJ de Marseille qui est limogé suite à une manifestation contre cette réforme, c'est bien ça? Voilà, alors quand on a accueilli Frédéric Vaux, le directeur général, Éric Arella le précédait dans le couloir. Éric Arella, c'est le directeur de la zone de police judiciaire sud, donc de Perpignan à Nice, et c'est notre chef à tous. Et il a supporté la responsabilité de l'organisation de cette manifestation, au moins dans les yeux de son directeur général. Je précise que Éric Arella n'était pas au courant. Je précise qu'Éric Arella est sorti 2 fois de la réunion en nous demandant de reculer. Je précise qu'on lui a dit que c'était pas possible de reculer parce qu'on était vraiment inquiets et qu'il fallait absolument que le directeur général comprenne ses inquiétudes et y réponde. Et voilà, Éric Arella est un grand directeur et il est un grand chef. Et en tant que grand chef et suivant les règles de l'administration,
Monsieur Gérald Darmanin, notre ministre, l'a d'ailleurs dit hier dans une lettre qu'il nous a adressée. Le directeur général a le libre choix de ses collaborateurs. Il a jugé que la confiance était rompue. Il a limogé Monsieur Arella. Point. Voilà. Monsieur Arella n'avait pas vocation à être un martyr. On n'a pas envie qu'il le soit. On est triste pour l'homme. Il a mis ses idées et l'intérêt de son pays avant ses intérêts à lui. Il en paye le prix. Charlotte, tu suis l'affaire depuis quelques jours maintenant. Cette réforme, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Non, mais simplement, il faut déjà, à mon avis, il faut commencer avant de comprendre quel est l'enjeu de cette réforme, puisque pour faire clair, enfin vous m'arrêtez si je me trompe quand même, mais pour faire simple, cette réforme veut mutualiser, on va dire, toutes les polices, et pour le dire plus simplement, dans la tête du ministre, il y a une volonté, c'est renforcer la sécurité publique. La sécurité publique, c'est quand il nous arrive un problème, on va dire, dans la société, on va porter plainte au commissariat, il y a une enquête assez rapide si on va dire le délit est mineur, comme ça peut nous arriver tous les jours, il n'est pas mineur dans nos vies, mais il est mineur dans le travail policier, on va dire. Et vous avez des policiers au commissariat, des enquêteurs aussi, mais en commissariat, qui vont essayer de faire l'enquête rapidement. Vous n'avez pas affaire directement, en général, à la police judiciaire, qui, elle, s'occupe d'aller remonter un réseau, trouver la tête de réseau pour le trafic de stupes, pour n'importe quel gros trafic. C'est des enquêtes qui prennent des heures, etc. Et le ministre Darmanin, la première fois, au moment où il veut parler de sa réforme, explique qu'il y a un problème dans la réponse, la rapidité de la réponse sur la sécurité publique. C'est-à-dire quand vous portez plainte, les policiers en commissariat ont tellement de dossiers sur leur bureau que ça met des jours et des jours. Et après, la réponse judiciaire est encore plus longue. Et que donc, il voulait renforcer ce pôle-là. Et il dit, on va mutualiser tous les talents de la police et donc mettre la police judiciaire, on va dire, dans le même sac. Et en plus, sous la direction d'un directeur départemental, et que donc ce directeur départemental, il y a un moment, le ministre, parce que le ministre dit la police judiciaire continuera à faire son travail et la sécurité publique aussi, sauf qu'il y a un moment, le directeur départemental, il aura des comptes à rendre au ministre de l'Intérieur, et le jour où il aura des rodéos sauvages au hasard, c'est toutes ces priorités qui arrivent au fil du temps médiatique, on va dire, le jour où il aura des rodéos, il dira à ses gars de PJ, bon, vous êtes gentils, vous allez sur les rodéos pour la journée, parce que là, il faut absolument une réponse là-dessus. Pendant ce temps-là, les policiers de la PJ, dont tu fais partie, ne pourront pas travailler sur les dossiers. Et c'est peut-être, du coup, la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est quoi la spécificité de la PJ? Parce que c'est ça, parfois, qu'on a du mal à comprendre, nous, faire la différence entre même un CRS, un policier de la sécurité publique, un policier de la PJ. C'est quoi vraiment la spécificité? Et pourquoi ce serait grave que votre talent particulier soit noyé, on va dire, dans le travail de la sécurité publique qui est absolument nécessaire par ailleurs. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais c'est quoi votre spécificité vraiment? Alors Charlotte, félicitations, tu as tout résumé brillamment. C'est exactement ça. Il y a, concernant l'investigation, je reprends en 3 mots la réforme. Il s'agit, comme tu l'as dit, de mettre la police sous la direction d'un directeur départemental, donc au niveau du département. Ça, c'est pas du tout actuellement le cas de la police judiciaire qui, pour ce qui me concerne moi, j'ai une compétence nationale et on a des liens à l'international, on a vraiment des antennes et des yeux et partout et une coopération internationale qui marche très bien. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il veut mettre, M. Darmanin, la police sous le directeur départemental? C'est pour pouvoir s'en servir plus immédiatement quand il y a besoin de quelque chose. Et ça, c'est louable, ça. En vue des Jeux Olympiques 2024, normalement, qui marque le terme où la réforme devra être sur pied, il n'est pas possible d'avoir des événements peut-être comme le Stade de France avec des gens qui font n'importe quoi et personne ne pourrait répondre. Donc nous, à la police judiciaire, on n'est pas en train de dire que cette réforme, il ne faut pas la faire. Quand tu évoques aussi le fait de se faire agresser dans la rue, quelque chose de réellement traumatisant pour les victimes, et ce que nous, on reconnaît, c'est réellement traumatisant. On ne dit pas que c'est pas grave, mais on dit qu'il y a beaucoup d'agressions tous les jours et que ça prend beaucoup de temps à beaucoup d'enquêteurs de traiter tout ça. Les enquêteurs qui traitent ces agressions du quotidien, cette délinquance du quotidien, ce sont les enquêteurs de sécurité publique. Voilà. Ce sont Juste les enquêteurs. Pour faire une précision, après je te laisse la parole, mais pour faire une précision, c'est quoi le ratio, on va dire, entre les enquêteurs de sécurité publique, ceux qu'on voit en effet quand il nous arrive quelque chose, et le nombre d'enquêteurs de la PJ Alors en gros, d'après les chiffres à notre disposition, c'est à quelques centaines à peu près ça, on a 17 500 officiers de police judiciaire en sécurité publique, qui sont aidés par d'autres agents de police judiciaire, mais en gros on a 17 000 officiers de police judiciaire, contre 3 500, 3 800 en police judiciaire de la direction centrale à la police judiciaire. Voilà. Et
Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'à côté de cette direction de la sécurité publique, qui a ses services d'investigation propres, il y a la direction centrale de la police judiciaire. Elle est compétente pour les infractions qui sont plus complexes. Plus complexes, c'est-à-dire pas plus valorisantes, même si objectivement, on ne va pas se cacher que c'est plus valorisant. Et je le dis à mes collègues de sécurité publique, c'est un autre métier. On a bien souvent besoin d'être renforcé par des gens comme vous qui donnez un second souffle à notre direction, et c'est quelque chose qui voilà, c'est notre métier, voilà. Donc en expliquant à Wilfried ce que c'est que tu as 4 spécialités dans la police judiciaire, qui est une direction autonome à l'heure actuelle de la police nationale. Tu as des brigades financières. Tu as des brigades de répression du banditisme qui s'occupent notamment des braquages de fourgons, de banques ou des séquestrations à domicile. Et tu as des brigades criminelles qui s'occupent des agressions violentes contre les personnes. Ça peut être des viols importants, ça peut être des meurtres avec auteur inconnu, ça peut être on retrouve un cadavre qui flotte dans la Seine, par exemple, ce sera la brigade criminelle de Paris qui sera saisie. Bon, c'est un mauvais exemple dans le cadre de cette réforme parce que Paris est exclu du cadre de la réforme. Voilà. Qu'est-ce que veut faire M. Darmanin ? Il veut mettre tout le monde sous le directeur départemental. Donc, fini la PJ. Fini la PJ, on met pour l'investigation les enquêteurs de la PJ et les enquêteurs de la sécurité publique dans la branche investigation de la direction départementale de la police nationale. Et, ce faisant, le directeur départemental pourra dire, quand il y a beaucoup de rodéos urbains, par exemple, tout le monde va aller traiter les dossiers consécutifs au rodéo urbain, où tout le monde va aller traiter les dossiers consécutifs au trafic de drogue si d'un coup telle cité est particulièrement criminogène. Et ce que dit la police judiciaire, c'est que si les enquêteurs de police judiciaire vont aider régulièrement et souvent leurs collègues de l'investigation concernant la moyenne délinquance et la petite délinquance, alors ils n'auront plus le temps de faire leur travail à eux, qui est pour les stupes d'enquêter sur les réseaux internationaux ou sur les braquages de fourgons et tout ça. Et la conséquence de cela, c'est que d'abord, ça ira beaucoup mieux dans les stats, parce que comme plus personne s'intéressera aux trafics internationaux ou au trafic de stupes de haut niveau, ça va disparaître des statistiques, puisqu'il n'y a pas de victimes, donc personne n'en entendra plus parler. Et puis petit à petit, il va y avoir des mafias, des cartels qui vont s'implanter en France, personne n'en entendra parler, jusqu'à ce qui s'est passé en Belgique, par exemple, il y a 10 jours, que le ministre de la Justice échappe à une tentative d'enlèvement. Et là, on se dira, mais bon sang, mais où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça tombe ? Ce sera la résultante, oui, tout bêtement, de cette réforme, qui aura permis à la criminalité organisée, au cartel, de s'instaurer durablement en France. Et à ce moment-là, il faudra tout reconstruire. La DCPJ qui n'existe plus, les enquêteurs spécialisés qui n'existent plus, devront être remis sur pied. Pardon, si je comprends bien, on revient à l'époque de l'assassinat du juge Michel et de la French Connection, en fait. Il y avait déjà de la PJ. La PJ, c'est une institution qui date de 1907, ça fait déjà 115 ans. Et justement, en réponse à pourquoi est-ce qu'elle a été décidée en 1907 ? C'est parce qu'à l'époque, il y avait des bandes de brigands qui utilisaient des véhicules alors que la police n'en avait pas, qui étaient mobiles avec un gros armement dont ne disposait pas la police. Et sous l'impulsion de Georges Clemenceau, Célestin Aignan à l'époque avait dit c'est pas possible de continuer comme ça, on va équiper des policiers de façon à répondre à ces agressions-là. Voilà. Et aujourd'hui, ce que rappelle M. Darmanin dans sa lettre, la criminalité est de plus en plus internationale, donc on va sous l'autorité d'un directeur départemental. Voilà. Et nous, on pense que c'est une erreur, on pense que c'est porteur de danger pour la France, et on n'est pas les seuls à le penser, puisque M. Molins, qui est procureur général près la Cour de cassation, qui est l'un des plus hauts magistrats de France, a exprimé exactement la même idée, puisque les juges de l'Association française des magistrats instructeurs expriment exactement la même idée, puisque la Conférence nationale des procureurs de la République exprime encore une fois exactement la même idée, et puisqu'enfin la Conférence nationale des barreaux exprime encore les mêmes craintes. Voilà. Donc tout le monde est inquiet. Jusqu'à présent, Frédéric Vaux, le directeur général, ne répondait pas. M. Darmanin a décidé d'un moratoire
pour permettre à M. Vaux de s'expliquer. Il ne l'a pas fait. Il a été reçu comme vous l'avez vu à Marseille. Voilà. Et alors moi j'ai une question parce que là on a l'impression dans la discussion qu'on oppose depuis tout à l'heure, alors plus exactement on distingue mais le travail de la sécurité publique et celui de la police judiciaire. Mais par ailleurs le travail de la police judiciaire, quand vous remontez un réseau, que ce soit sur les affaires de stupes, sur des affaires financières aussi qui disparaîtront probablement aussi du champ de travail de la police judiciaire, sur ces gros réseaux que vous remontez, c'est des enquêtes de 1 an, 2 ans parfois, c'est quand vous faites tomber un réseau, vous supprimez aussi toute la délinquance en cascade, parce que quand vous faites tomber un réseau de drogue, c'est autant de petits trafics, on va dire. En ce sens, tout à fait. La police judiciaire traite aussi de la police du quotidien, de la criminalité du quotidien, mais d'une façon qui n'est pas visible, puisque, comme tu le dis, quand on fait tomber un réseau de trafic de stupéfiants, ce sont des milliers de ventes de barrettes qui ne sont plus là. Ces milliers de ventes de barrettes, si on les avait laissées, elles auraient été interpellées, ça aurait fait 1000 faits. Ça aurait pris 1000 fois le temps d'une brigade spécialisée de terrain, par exemple, de les interpeller. Et ça aurait fait 1000 dossiers derrière, avec 1000 appels au juge pour dire, voilà, j'ai quelqu'un en garde à vue qui a vendu une barrette de cannabis. Et ça aurait fait 1000 décisions. Et c'est ça qui participe de l'engorgement aussi. Donc, on fait de la criminalité du quotidien, mais on ne le fait pas comme le reste, voilà, différemment. Ça n'empêche pas, même en enlevant toutes ces petites infractions en quantité, ça n'empêche pas que nos frères de la sécurité publique sont complètement débordés de dossiers. Et justement, sur cette question, en fait, on comprend que, d'ailleurs, je crois que, je ne sais pas si c'était déjà M. Vaux ou pas, mais la première explication, en gros, il disait il y a trop de dossiers du quotidien, de la délinquance du quotidien, la petite et moyenne délinquance qui pourrissent notre quotidien tous les jours, ce qui est vrai, ce qui est parfaitement vrai. Et en gros, ils disent on a besoin d'un renfort de personnes. Ça, j'imagine que tous les policiers, même en PJ, sont d'accord avec ça. D'ailleurs, vous venez de le dire. Simplement, on a l'impression que par cette réforme, ils veulent aller chercher des renforts nécessaires pour la sécurité publique dans d'autres métiers tout autant nécessaires, en l'occurrence la PJ. Est-ce que c'est ça qui se passe, qui risque de se passer ? C'est exactement ça. Si on prend l'image du bâtiment, vous avez une maison à construire, vous avez des électriciens, vous avez des plombiers. À un moment, les plombiers sont débordés. On demande aux électriciens d'aller aider les plombiers. Bon, déjà, c'est pas le même métier, même s'ils sont tous les deux dans le même secteur. Et surtout, il n'y aura pas d'électricité dans votre bâtiment. Et c'est exactement ça qui se passe avec la police judiciaire. C'est quoi l'idée derrière ? C'est une décentralisation déguisée, peut-être mettre fin au millefeuille administratif français qu'on voit à tous les étages. Alors ça, c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est pas du tout une décentralisation déguisée, c'est une décentralisation tout à fait ouverte. Et ça, ce serait mauvais de vouloir... C'est plutôt louable. Mais il faut comprendre que la police judiciaire, si on lui demande de traiter des dossiers de la sécurité publique, de la petite investigation, d'une part, elle n'aura plus le temps de faire ce qu'elle doit faire, mais en plus, elle va perdre ses compétences, parce que ce que dit M. Darmanin, textuellement, enfin M. Vaux, mais M. Darmanin, c'est pareil dans le cadre de cette réforme, M. Vaux dit que l'échec ou l'engorgement des services d'investigation de sécurité publique, ça résulte notamment d'un manque d'encadrement. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas assez d'officiers ni de commissaires en investigation de sécurité publique. C'est vrai qu'il y en a peu, comparé à la police judiciaire, puisque la police judiciaire, elle était composée à la base uniquement d'officiers et de commissaires. Et puis, il y a des gardiens de la paix qui sont venus petit à petit et qui maintenant forment le gros des troupes, à peu près 60%, mais vous avez encore à peu près un tiers des gens qui sont des officiers, donc il y a un encadrement fort. Moi, je suis un chef de groupe, on est un groupe de 6, voilà, il y a 5 gardiens de la paix qui ont des grades différents et qui sont hyper spécialisés, tout comme moi, et moi, je suis leur chef. En sécurité publique, un officier de mon niveau, il gérerait certainement pas une enquête, il gérerait 4 ou 5 groupes comme le mien, voire 10, et il ferait de l'attribution de dossiers, mais certainement pas de l'enquête. Voilà. Donc M. Darmanin dit en investigation de sécurité publique qu'il n'y a pas assez d'encadrement. En police judiciaire, il y en a beaucoup. Donc on va faire bénéficier la sécurité publique de l'encadrement de la police judiciaire. Mais ce faisant, ce qu'il ne dit pas, c'est que du coup la police judiciaire aura moins d'encadrement. Logiquement, le chemin qu'elle suivra sera donc le même que celui de l'investigation de sécurité publique. Elle va perdre sa spécialité. D'autant plus que c'est pas un métier... la spécialité, c'est quelque chose qui s'acquiert difficilement, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui s'invente immédiatement. Donc, ça se travaille tous les jours. Voilà.
On ne peut pas... un coureur du Tour de France, il faut qu'il fasse du vélo tous les jours. Voilà, c'est tout bête. Et un flic de police judiciaire, si il a trop de dossiers à traiter ou s'il a d'autres choses à faire, il va perdre petit à petit ses compétences. Il n'aura plus le temps de former les nouveaux arrivants et petit à petit, toute cette qualité qui est amassée depuis 115 ans maintenant, elle va se perdre. Et le jour où on se rendra compte que c'est bien dommage qu'elle se soit perdue, eh ben, il faudra 15 ans, 20 ans pour reconstruire quelque chose d'efficace. J'ai une autre question là, en pensant à ça, à la fois à l'expérience, il y a aussi la question de la mutualisation des moyens qui a été évoquée plusieurs fois dans cette réforme. Et alors là, j'aimerais vous entendre sur c'est pareil, le risque que ça fait courir. Pour faire simple, vous, en police judiciaire, vous allez faire des filatures sur des mois. Alors, si on vous prend en renfort, par exemple, pour aller gérer des rodéos, c'est des gens qui connaîtront votre tête. C'est tout bête, mais dans une filature, ça compte. Ensuite, vous allez y aller avec une voiture qui rentre, par exemple, on va vous dire, là, la priorité, c'est de faire tomber les points de deal dans telle cité. Vous rentrez avec votre voiture qui doit servir également à faire des filatures dans d'autres enquêtes. Est-ce que cette mutualisation des moyens, elle ne vous rend pas inefficace le jour où vous rebasculez, on va dire, en police judiciaire pure ? C'est bien sûr un grand problème, et c'est d'ailleurs le problème numéro 1 que nous autres de l'Association nationale de police judiciaire, auquel nous sommes confrontés. Moi, j'ai un groupe de répression du trafic de stupéfiants. Personne ne connaissait ma tête jusqu'à ce que je la mette à la télévision. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout volontaire pour faire ça et qu'on demande une seule chose, c'est de retourner dans l'ombre d'où on aurait aimé ne jamais sortir. Ça fait partie, la mutualisation des moyens, ça fait partie des problèmes. Mais ça fait aussi partie, vous savez, quand on mutualise, c'est généralement pas en augmentant les moyens. On va se les partager et donc on en aura moins. Et on aura moins de caméras vidéo si on veut filmer des rendez-vous. On aura moins de voitures, on aura moins de capacités techniques. Voilà, c'est déjà ce qui se passe dans une grande partie des choses parce que la police, si elle n'est pas faite pour gagner de l'argent, on fait quand même gaffe à ce qu'elle dépense. C'est important, c'est l'argent du contribuable. Mais là, ça se fera au détriment de la sécurité future des Français. Et... Je t'en prie. Non, j'ai une autre question, parce qu'en écoutant Gérald Darmanin, notamment dans ce qu'il vous a écrit, etc., il parle de la question du taux d'élucidation. Alors là, c'est pareil, il faut préciser. En gros, il reproche, à mi-mot, mais assez clairement quand même, il reproche à la police judiciaire de ne pas avoir suffisamment de résultats sur les enquêtes, en disant en gros c'est des enquêtes qui sont longues. Alors on comprend bien pourquoi, faire tomber un réseau entier c'est compliqué. Ce sont des enquêtes qui sont longues et il y a un taux d'élucidation assez mauvais. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que j'ai trouvé cet argument quand même assez osé de la part d'un ministre de l'Intérieur. Alors c'est pas lui en particulier, mais sur le long terme, vous, les policiers de manière générale, on vous entend souvent quand même depuis de très nombreuses années dire que précisément vous avez de plus en plus de mal, les magistrats disent exactement la même chose, parce que précisément votre travail est devenu extrêmement bureaucratique, que la procédure est devenue extrêmement compliquée, et que constituer un dossier c'est déjà compliqué, dans le temps imparti ça l'est encore plus, en respectant tous les droits de la défense ça devient quasiment infaisable, et que donc avoir un dossier qui tienne complètement devant la justice c'est extrêmement compliqué. Peut-être qu'il y a ça aussi qui rentre dans ce fameux taux d'élucidation, et Gérald Darmanin ne le cite pas, ça en l'occurrence, ce problème-là. Alors, Gérald Darmanin dit tout à fait ce que tu viens d'évoquer, que les taux d'élucidation sont en baisse, mais il ne parle pas de ceux de la police judiciaire. Il parle des taux d'élucidation de la sécurité publique. C'est de plus en plus technique, c'est vrai, c'est de plus en plus technique. Il y a tout un tas de réformes qui ont compliqué la vie des enquêteurs. Par exemple, dans le cadre d'une enquête préliminaire, on va être un petit peu technique, mais ce qui est le cadre majoritaire des enquêtes de sécurité publique, si jamais l'enquêteur veut analyser les communications téléphoniques d'un auteur de vol, par exemple, pour savoir où il était ou qui l'a appelé après son vol, savoir tes boucles d'oreilles qui viennent de t'arracher, à qui est-ce qu'il va les refiler ou les revendre. Donc il demande au juge l'autorisation. Avant, il demandait au juge l'autorisation de faire une facturation détaillée du téléphone de l'auteur. Maintenant, il va devoir saisir un autre juge. Non seulement il va demander à son juge, le magistrat du parquet, mais après, il va devoir, celui-là, demander au juge des libertés de la détention l'autorisation. Donc, on multiplie comme ça les barrières, ce qui fait autant de freins administratifs à l'enquête. Nous, en police judiciaire, dans un autre cadre qui est plus adapté à notre moyen, donc c'est sous la responsabilité d'un juge d'instruction. Je te laisse renvoyer à expliquer comment c'est un peu compliqué. Mais en gros, on a l'autorisation générale du juge d'instruction de procéder à
toutes les analyses de facturation téléphonique qu'on veut. Voilà. Bon, en gros, pour faire simple, j'essaye de faire simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, en police judiciaire, vous avez l'autorisation du juge d'instruction, il vous délègue tous ses pouvoirs une bonne fois pour toutes dans un temps imparti. Exactement, c'est ça, dans un temps imparti qui est bien souvent pas tenu déjà parce que les enquêtes sont un peu longues. Mais en gros, la police judiciaire, c'est les mains, c'est les yeux, c'est les oreilles du juge d'instruction qui est lui le responsable de l'enquête. Et nous enquêtons à charge et à décharge. On prend, c'est-à-dire qu'on prend les éléments qui vont impliquer la personne et dire voilà, c'est lui qui a fait l'infraction. Mais aussi, s'il y a un élément qui dit mais c'est pas lui qui a fait l'infraction parce qu'il n'était pas là ou quelque chose, on va le dire au juge d'instruction. Et le juge d'instruction va compiler tout ça dans son dossier. Et une fois qu'il juge qu'il a assez d'éléments ou qu'il n'en a pas assez, il rend une ordonnance de renvoi devant une cour d'assises ou un tribunal correctionnel ou une ordonnance de non-lieu s'il juge qu'il n'y a pas de fait suffisamment caractérisé. Donc il ne pourra pas travailler sans vous, on comprend leur... Et ben voilà, moi, les juges disent, alors ils disent fréquemment, le problème de cette départementalisation-là, c'est qu'en gros, au-dessus du directeur départemental, il y a un préfet. Le préfet, c'est un homme politique, enfin c'est un serviteur de l'État, dont il ne s'agit pas de remettre en cause l'intégrité, certainement pas, mais il a des commandes du ministre. Voilà. Il a des intérêts à faire valoir. En tant qu'homme politique, je ne dis pas qu'il va intervenir, et c'est vraiment pas ce que je dis, mais il va par exemple forcer plus le trait sur les vols de colliers à Marseille, ou sur les rodéos urbains, voilà, et il va influer sur la direction de l'enquête. Quand il va demander au directeur départemental de mettre le maximum sur les vols de colliers, le directeur départemental va prendre le maximum de ses enquêteurs et les mettre sur les vols de colliers. Le maximum de ses enquêteurs, ça veut dire qu'il va prendre tous les enquêteurs à sa disposition, dont ceux qui travaillaient pour les juges d'instruction sur des meurtres, sur des trafics de stupes, sur du banditisme. Parce que pour faire simple, et là, il faut peut-être préciser aux gens, aujourd'hui, la PJ, tu l'as dit au début, c'est une direction nationale, mais en gros, le directeur départemental, aujourd'hui, n'a pas la main, on va dire, sur la PJ qui ne travaille que avec le procureur, le juge d'instruction ou la direction carrément nationale. Voilà, c'est ça. L'état actuel des choses, l'investigation qui est engorgée de sécurité publique est sous la direction d'un directeur départemental de la sécurité publique qui a son chef, et tout ça, ça remonte à un directeur central de la sécurité publique qui obéit au ministre. En gros, au directeur général puis au ministre. Et la PJ, c'est pareil. Les enquêteurs de PJ ont une hiérarchie police judiciaire qui remonte également au directeur général. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que la scission se fait. C'est-à-dire que si l'investigation aujourd'hui de sécurité publique veut faire appel à la PJ pour la renforcer, il faut demander au ministre son autorisation. Ça, c'est pas facile, et puis c'est pas les textes, c'est pas prévu comme ça. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus on met de gens sur les vols de colliers, alors encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important, bien sûr que non, c'est important, mais ça veut dire qu'on prendra les yeux et les oreilles des juges qui travaillent sur d'autres infractions, et que si ces infractions-là ne sont pas traitées, les cartels arrivent, la mafia arrive, et dans 10 ans, c'est la catastrophe. Donc le risque, en gros, c'est d'avoir de très bons chiffres à court terme pour le ministre de l'Intérieur, parce que c'est tant de points de deal qui seront tombés, tant de rodéos arrêtés, tant de colliers récupérés, et d'avoir dans 20 ans des cartels extrêmement bien organisés dont personne ne se sera occupé. Quoi. Voilà, et que personne n'aura vu venir. C'est à peu près ça, si on résume. Voilà. Mais ce sera même pas très terrible en termes de chiffres, ça va être une bouffée d'oxygène, mais les flux et les quantités de procédures et de vols qui se passent sont tellement importants que ce n'est pas 3500 enquêteurs de police judiciaire qui vont renforcer 17 000 enquêteurs de sécurité publique, qui vont changer la face du monde. Il faut travailler autrement, il faut vraisemblablement recruter, il faut travailler sur les flux, il y a tout un tas de choses peut-être à imaginer. Et là, je vais revenir à la place qui est la mienne, c'est-à-dire que moi, je suis capitaine de police, je suis tout en bas de l'échelle, moi, je suis quelqu'un qui arrête les méchants, je ne suis pas quelqu'un qui conçoit comment la police doit marcher. Mais il y a des gens qui sont payés pour ça, des gens internes à la police, qui sont très très compétents, qui savent exactement comment ça marche et comment il faut que ça marche. C'est à ces gens-là qu'il faut demander. Ce sont des commissaires, ce sont des chefs de service, des directeurs. Voilà. Et ce sont peut-être des directeurs qu'il serait utile, si je peux me permettre de donner un petit avis à M. Vaux, ce serait peut-être des directeurs qui seraient utiles de consulter plutôt que de limoger. Sans compter que les gardiens de la paix à la sortie des écoles, ils ont déjà prévu de renforcer justement la capacité d'enquête des futurs policiers, on va dire, en sécurité publique. Donc, c'est déjà prévu, c'est déjà pensé. Ça, c'est prévu, mais alors il faut que tu saches que jusqu'à présent,
la qualité d'officier de police judiciaire qui, en substance, te permet de mettre quelqu'un en garde à vue, il fallait 3 ans pour passer le concours d'officier de police judiciaire, enfin l'examen. Maintenant, ça va être fait à l'école directement. Donc les gens qui, à la base, devaient se donner du mal, s'orienter vers l'investigation, passer l'examen une fois que tu es déjà en service actif, c'est compliqué. Et ben maintenant, on va les faire passer à l'école, donc ils n'auront pas d'idée exactement de là où ils vont, ils auront moins de mal à passer l'examen, et donc en gros, ça se trouve, on aura des gens qui ne sont pas motivés ou moins motivés. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que l'investigation à tous les niveaux, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de... Enfin, tu es journaliste dans ce secteur depuis longtemps, les gens que tu rencontres sont plutôt des gens qui vivent uniquement pour ce but-là. Voilà. Complètement. J'espère qu'on aura suffisamment balayé le sujet de A à Z. J'espère qu'on aura au moins vulgarisé un tout petit peu la situation aujourd'hui pour la PJ. Moi, j'avais juste une dernière petite question pour ouvrir, qui n'a pas grand-chose à voir finalement, mais quand vous parlez d'OPJ, d'officier de police judiciaire, vous dites qu'il fallait 3 ans pour y arriver. Un maire, c'est un officier de police judiciaire. Quelle est la différence Alors ça, c'est pas tout à fait les mêmes pouvoirs d'officier de police judiciaire. En théorie, le maire pourrait mettre quelqu'un en garde à vue, j'imagine. Je suis pas un spécialiste, je dois bien dire. Mais oui, en gros, je te dirais simplement à chacun son métier. Et sinon, je renvoie vers une chroniqueuse police-justice. C'est la question qui tue. Voilà, merci de l'avoir posée, Wilfred. On a tout dit. Voilà. Est-ce que tu as encore est-ce que tu as tout compris ou est-ce que... Je me replonge difficilement dans mes cours de droit d'il y a quelques années, mais oui, je pense qu'on a bien résumé la situation. On va suivre ça de très près, on vous donne des nouvelles dès qu'on en a. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci Charlotte, merci Thomas. Merci. Et à bientôt sur VA+, n'oubliez pas de vous abonner.